Il existe des stations où rien ne se passe comme ailleurs. En Suisse, au cœur de l'Oberland, c'est un train à crémaillère qui vous emmène à la plus haute gare d'Europe. L'équipe, vous prenez le train, et puis nous on y va par là. Alors, on y va? Allez. En Pologne, Zakopane est considéré comme le petit Chamonix d'Europe centrale. Une véritable ville au pied des Tatras, une chaîne de montagnes qui fait la fierté des Polonais. Osepek. En France, Avoria fait figure de pionnière depuis sa création. Ici, tout est fait pour oublier le quotidien et plonger dans un univers féerique où la neige est au centre de tout. Ça marche au foin, ça, c'est bien. Aujourd'hui, Laurent nous emmène faire un petit tour d'Europe des stations, vraiment pas comme les autres. C'est en Suisse qu'on a construit les plus belles lignes de train de montagne. Celui qui nous mène au col de la Jungfrau est un monument en soi. Voyage au centre de l'Eiger, embarquement immédiat. Comme presque partout dans les Alpes à la fin du 19e siècle, le tourisme est apparu ici grâce aux Anglais. Mais le paysage ne leur suffit pas, ils veulent gravir les montagnes. Alors plutôt que de les porter en chaise jusqu'au sommet, les Suisses inventent le train à crémaillère. Encore mieux que le téléphérique qui à l'époque n'en est qu'à ses balbutiements, le train circule tous les jours, quelles que soient les conditions. Un moyen de transport tellement fiable que 100 ans après l'inauguration de la ligne, certaines rames du début du XXe siècle circulent encore. Alors Brigitte, ici, c'est un paysage absolument fabuleux, un des paysages emblématiques de l'Oberland bernois. Alors là, c'est l'Eiger, on en a Ça, parlé. c'est l'Eiger, oui. Combien? Ça, 4000, presque, non, 3009. pas tout à fait 4000. Oui, juste en dessous. C'est le Mönch et la Jungfrau qui ont plus que 100 Le Mönch, 4000. Oui, qui veut dire le moine, le moine, oui. et la Jungfrau qui veut dire La Virgine. la Vierge. Voilà. Ja. Et la Jungfrau est à 4158. Oui. Alors, ça veut dire quoi, Eiger, si on traduit? Il y a plusieurs explications, mais j'ai trouvé la meilleure, ça veut dire aigu. Et puis on dit, c'est l'histoire qui dit, il voulait toucher la Vierge. Qui est là. Et c'est le moine qui s'est mis en dedans. Bon, enfin, ça fait un joli paysage quand même. Hein. Pour le commun des mortels, comme moi, évidemment, tout cela semble bien inaccessible. Et pourtant, au départ de Kleine-Scheidegg, il suffit de monter dans le train de la Jungfrau pour rejoindre la face nord. Le voyage au centre de l'Eiger va durer 50 minutes pour 9 km, dont 7 en tunnel. Ah, ça y est, on rentre dans le tunnel. Ouais, Et à partir c'est de là, fini. c'est blackout jusqu'à la face nord de l'Eiger, où Oui. on va avoir une vision sur ce site extraordinaire. C'est ça. Par endroits, la pente atteint 25%. Et même si là, ça va vite, en fait, on roule à 14 km/h. D'ailleurs, en quelques minutes, tout le monde dort. Une fois dans l'Eiger, le train longe de très près toute la paroi nord et vous emmène directement à Eigerwand, une gare creusée dans la montagne. Alors là, on n'a que 5 minutes pour aller voir la vue de la face nord. Et je crois que le train pourrait partir sans nous si on n'était pas à l'heure. Hein. Non, non. Du coup, c'est la course pour se faire une place au soleil au milieu des touristes japonais. C'est évidemment un endroit qui est fait pour les touristes. Hein. Il y a des vitres, on voit la face nord de l'Eiger, mais on est bien au chaud, il fait plus 3 degrés. Mais je vais vous emmener dans un endroit absolument extraordinaire qui se trouve juste en dessous. Et là, on va carrément sortir au milieu de cette face mythique. Ah, faut prendre le train Voilà, juste après. Hein. c'est Bon, ça. allez, on se Ouais. dépêche. Vous vous demandez certainement où je vous emmène. Eh bien, c'est là, au beau milieu de la paroi. Alors vous voyez, là, on est rigoureusement à côté des rails qui mènent au Jungfraujoch. C'est un endroit strictement interdit au public. Pour venir ici, il faut être accompagné par des guides de haute montagne. Et ça, c'est le Stollenlohr, le trou du tunnel, qui mène directement sur la face nord de l'Eiger. Derrière cette porte, le gouffre abyssal de l'Eiger. Bonjour, Ça va, j'enlève la lampe. et toi? Pourquoi il y a un trou ici? Pendant la construction du tunnel, ils ont utilisé pour jeter les pierres qu'ils ont brisées. D'accord. Ouais. Il faut mettre un casque pour Oui, sortir. bien sûr.
Bon, je te laisse faire le baudrier, je l'ai déjà. Je vais contrôler, oui. Tu contrôles quand même. Bon, Ok. très bien. Eh bien, à tout à l'heure. Il paraît qu'il y a un peu de gaz. Un peu. Pour ma sortie, c'est Kurt, un autre guide, qui m'assure. Alors, Laurent, là. Face nord, die Eiger. Ah ouais. Ici. Voilà. Ah ouais, quand même. C'est extraordinaire. Je me suis rarement senti aussi petit. Et pourtant, nous ne sommes qu'au premier tiers de la paroi. Quel type d'alpiniste peut faire la face nord de l'Eiger aujourd'hui? Il faut avoir beaucoup d'expérience, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Ja, c'est la même chose comme en des années 30 parce que c'est long, c'est 2000 mètres. 2000 mètres. 2000 mètres de là-bas jusqu'au. On est à 600 mètres ici. Ouais. C'est 1200 mètres et ici, ça commence maintenant. Ça, c'est pour échauffement ici. Et là, on va aller grimper le schwierige Riss et après la traverse des Hinterstoisser. Ici, ça commence. Hein. Ouais. Jusque là, il y a des gens qui skient ici. Non, ça se Non. descend en ski? Ja, c'est possible pour un extrême skieur. Alors est-ce que c'est ça qu'on appelle un big wall, une grande falaise? On peut dire que ça c'est une big wall dans la face Eiger. C'est 600 mètres et il a des voies très difficiles là. Là, c'est Grindelwald. Grindelwald là, kleine Scheideck là-bas. Dans cette direction, il a Interlaken et le Jura là-bas. Finalement, après quelques minutes passées dans cet univers vertigineux, on se sentirait presque à l'aise, tenter d'aller voir d'un peu plus près cet itinéraire mythique. Bon, moi je propose qu'on rate pas le train, sinon on redescend par là. Quoique c'est peut-être pas une mauvaise idée. L'équipe, vous prenez le train, et puis nous on y va par là? Alors, on y va? Hein? Allez, non, attends, on va attendre 2 secondes quand même. Bon, évidemment, vous ne me croyez pas, et vous faites bien. Retour dans le train et ses kilomètres de tunnel. Alors là, on a fait déjà un tour à l'intérieur de l'Eiger. Hein. Oui, oui, On a fait un demi-cercle. un demi-cercle. Donc là, le paysage, quand on est dans la gare, est toujours du même côté, mais c'est quand même le versant opposé à celui de ce matin. Maintenant, on a tourné maintenant. On a tourné. Oui. Un virage à 180 degrés au cœur de la montagne. On se demande comment, il y a 100 ans, les concepteurs ont pu imaginer faire monter un train à 3500 mètres avec une telle trajectoire. En fait, le contexte est celui des projets pharaoniques, comme la Tour Eiffel, le canal de Suez ou les romans de Jules Verne. L'idée du train de la Jungfrau, c'est Adolf Guillerzeller, un magnat du train suisse, qui en une nuit dans sa chambre d'hôtel a couché sur le papier cet itinéraire surréaliste. S'ensuivent alors 16 ans de travaux titanesques, à coups de pioche, dynamite et marteau pneumatique. Le pire, c'est que Guillerzeller ne verra même pas l'ouverture de sa ligne en 1912. Il décède 13 ans plus tôt d'une pneumonie, laissant derrière lui une œuvre aujourd'hui célèbre dans le monde entier. Allez, plus que quelques mètres et nous voilà arrivés au Jungfraujoch. Alors ici, évidemment, on se croirait dans le métro parisien, mais là-bas, vous allez rentrer dans un complexe touristique unique en son genre où tout a été fait pour recevoir des gens à une altitude où normalement on ne vient que lorsqu'on est alpiniste. C'est assez étrange. Sur 3 niveaux, la station est organisée pour recevoir plus de 5000 touristes par jour. 70% sont des Asiatiques à qui l'on propose des plats typiques, un palais des glaces, un bar de glace, mais uniquement pour... Des VIPs? Yes. Et surtout, par moins 25 degrés, une vue magnifique sur le Mönch, la Jungfrau et le glacier d'Aletsch. Le Sphinx est un observatoire astronomique construit sur un piton rocheux pour être au plus près du ciel. C'est là que je retrouve le docteur Ginette Roland de l'Université de Liège. Alors je passe devant, on va braver la tempête. Ah, il y a un petit peu de vent, on est à 3570 mètres. Il fait un petit peu froid aussi. Hein. Mais bon, c'est vivifiant, hein, docteur Oui, Roland. c'est bon, on sent vivre, quoi. Alors vous travaillez à l'observatoire. Oui, donc à l'Observatoire du Sphinx, vous avez tous les chercheurs qui travaillent à l'Observatoire du Sphinx ont leur collecteur de lumière ou d'énergie sur le toit. La coupole, Ouais. les astronomes,
Le célostat, la boîte là, c'est notre célostat. Ouais. Donc c'est un système de 2 miroirs qui suit le soleil dans sa course. En fait, le travail principal, c'est le soleil ici. Pour hein. moi, c'est le soleil. Ma Ouais. source, c'est le soleil. Ouais. Ça a des gros avantages. C'est pendant la journée et c'est facile à trouver. En général, les laboratoires se situent dans des caves d'instituts. Et n'est-ce pas merveilleux d'être ici au Jungfraujoch pour faire de la spectroscopie? On va quand même aller voir le glacier d'Aletsch. hein. Ah oui, mais là, vous allez avoir le vent en pleine poire. Alors, vous restez là et nous, on va juste voir Non, non, moi, le glacier. moi, Venez avec moi. moi, je suis sûr que ça ne va pas m'envoler. Alors ça, c'est un glacier absolument magnifique qui est le plus long glacier d'Europe. Il fait 23 km. Et on est au point de départ, hein. C'est ici qu'il se forme. Et puis de l'autre côté, eh bien, c'est l'Oberland bernois, ce bassin versant qui va en direction du Rhin, alors que là, c'est la direction du Rhône, avec Kleine Scheidegg, notre point de départ, la petite station. L'intérêt, quand on vient avec le train, c'est qu'on peut redescendre en luge. Et croyez-moi, c'est pas que pour les gamins, parce qu'ici, à Grindelwald ou à Wengen, il y a des dizaines de kilomètres de pistes de luge. Et c'est ludique et pratique. Ah, la luge, c'est tout Laurent, ça. En Pologne, on adore aussi la montagne. La ville de Zakopane est devenue au fil des siècles la capitale de l'alpinisme pour les pays d'Europe centrale. Et c'est en automne que Laurent est parti à la découverte de cette cité nichée au pied des Tatras. C'était bien? Ça monte, mais c'est juste merveilleux. C'est magnifique ici. On est sur la crête Principal des Tatras. principale des Tatras avec Tout à fait au milieu des Tatras. cette impression de haute montagne. La Pologne, c'est là, c'est Zakopane, l'enclave polonaise. Et puis tout ce qu'on voit de l'autre côté, là-bas, Au sud d'ici. c'est la Slovaquie. On voit pas la Tchéquie quand même ici. Tchéquie, non, mais s'il fait très beau, à l'ouest, 400 km d'ici, on voit les montagnes déjà en Tchéquie. Et seulement 100 km d'ici, au sud, il y a déjà l'Hongrie, Et alors ta ville, c'est juste en dessous, c'est Zakopane. au pied des Tatras, oui. J'ai bien envie de voir à quoi ça ressemble. En tout cas, vu d'ici, ça donne envie. Mais j'aimerais bien qu'on descende en téléphérique. Ça va, ça marche. Allez, On y va. on y va. C'est l'hôtel des montagnes. Ah du oui. côté polonais de l'hôtel. Enfin, Zakopane. On m'avait parlé du Chamonix d'Europe centrale, tant la tradition montagnarde ici est ancienne. En fait, il s'agit plutôt d'une ville de 26 000 habitants, construite au pied des Tatras, avec ses avenues, ses magasins et son architecture traditionnelle qui fait la fierté des habitants et le bonheur des touristes. Ils sont d'ailleurs des millions à se presser chaque année dans la rue piétonne de la ville. Alors, un de plus, un de moins. C'est marrant, on dirait des morceaux de bois sculptés. Oui, mais en fait, ce sont les fromages. Et c'est le fromage qui est très connu en Pologne qui s'appelle Ostepek. Osepek Osepeg. En fait, c'est le centre vivant de Zakopane ici. Oui, La regarde, rue piétonne, plein le de marché. monde tout le temps, et surtout là où il y a les marchés. Et c'est comme toutes les villes touristiques. Hein. Enfin, on n'est pas complètement dupes. Il y a des choses qui sont vraiment authentiques, qui viennent de la région, et puis d'autres qui ont été un peu importées parce qu'il y a beaucoup de touristes. Oui, c'est surtout à cause des touristes, et on voit des trucs made in China ici aussi. Oui, il y en a quelques-uns, mais il y en a chez nous aussi. Les tours Eiffel ne sont pas faites à Paris. Hein. Mais au niveau C'est des quoi touristes, ce grand bâtiment là en face? le grand bâtiment, c'est la funiculaire. On peut monter 300 mètres plus haut jusqu'à la montagne qui s'appelle Gubałka. Ah, il y a une belle piste à côté, Ah on oui, dirait. c'était une belle piste. Et oui, maintenant il y a plutôt des clôtures et des propriétés privées qui barrent la piste de ski où l'on avait pourtant organisé des compétitions internationales au début du XXe siècle. Du coup, au sommet du funiculaire, on prend le soleil et on profite du paysage. Évidemment, on peut toujours skier à Zakopane, en d'autres lieux réaménagés plus récemment, même si les petits domaines ne sont jamais reliés entre eux. Plus au sud, la barrière des Tatras agit sur nous comme un aimant. Sa silhouette qui barre l'horizon ne nous a pas quittés depuis Cracovie. Alors, ce lac s'appelle le lac L'œil de la mer.
À cause de la légende des montagnards d'ici, qui dit qu'il y a une connexion souterraine des lacs avec la mer Adriatique. Adriatique, là-bas. Oui, que la mer peut regarder les montagnes autour. Voilà L'œil pourquoi. de l'Adriatique qui vient regarder les sommets. Mais la tranquillité du lieu n'est qu'une illusion. Au cœur du parc national, l'œil de la mer est la carte postale préférée des Polonais. En novembre, c'est comme ça, mais normalement ici, il y a plein de monde. Ça arrive d'avoir ici jusqu'à 13-14 000 touristes par jour. Par jour, ici autour du lac. Il y a presque 1 million de touristes par an. Ouais, c'est un pèlerinage. Il faut que les Polonais viennent ici. Je crois que c'est l'endroit le plus connu des Tatras. Oui, c'est les lacs ici, aussi à cause des sommets qui est visible là-bas. Là où il y a le soleil. Tout au fond. Le deuxième. Deuxième à droite, c'est le plus haut sommet de la Pologne. Combien? 2500 mètres. 2500 mètres. Presque. Oula, t'as entendu? Oui. C'est énorme. Przepraszam, mógłby pan nam zrobić Dzień dobry. zdjęcie? Oui, bien sûr. Ok, c'est celui-là. Aha. Ok. La photo classique du lac de la mer. Cheese. Voilà. Oh, bah, vous êtes formidable. It's okay? Bardzo dziękujemy. Ouais. Marcin m'emmène dans la vallée de Koczeliska, l'autre grande porte d'accès au parc national des Tatras. Il faut dire que le massif tout entier ne fait que 175 km², au cœur d'une région très urbanisée. Alors ici, tout est protégé par le parc. La présence de l'homme y est très encadrée, sans doute la seule façon de laisser la nature s'exprimer. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand il fait froid, marcher, ça réchauffe. Oui, tout de suite. On est à Regarde. quelle altitude ici? C'est 1100 mètres, et c'est le refuge qui s'appelle Ornak. 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 On va à la Tout le tienne. temps. La tienne. C'est un refuge de luxe, hein, en fait. C'est une grosse maison Refuge, forestière. pratiquement partout en Pologne, on a des refuges comme ça, assez confortables, avec des salles de bain, les restaurants. Ouais. Oui, c'est pas le même but. Les gens viennent très nombreux se promener jusque-là. En fait, on a l'impression que les Polonais sont très attachés à leur montagne en général et à ce massif en particulier. Il faut dire que On peut dire que c'est notre il est trésor, unique. trésor national ici, parce Ouais. qu'ici on a des hautes montagnes. Oui. Voilà pourquoi on les vraiment protège. Dans les années 60, les créateurs de stations avaient carte blanche. Et certains ont imaginé des concepts révolutionnaires pour l'époque, comme une station intégralement sans voiture. Une idée qui n'a pas pris une ride. Avoria est un monde à part dans l'univers de la neige. Un monde où le bruit des moteurs est remplacé par le tintement des clochettes qui rythment la course des calèches. Car les calèches sont à Avoria ce que les gondoles sont à Venise. À la fois un folklore, à la fois un vrai moyen de transport. Bon, ça marche au foin, ça, c'est bien. Au fond à la voile. Ok. C'est sympa, on est bien installé en plus. Au départ, l'idée originale, c'était des rennes. Hein. Ouais, les rennes, c'était plutôt folklorique, c'était un peu pour le cachet d'Avoria. Et ils faisaient que des promenades, ils faisaient pas le service de traîneau de clients comme ça. Ouais. Dans les années 60, Avoria n'existe qu'en rêve. Le rêve de Jean Vuarnet. Le champion olympique de Morzine voit grand et veut une station d'envergure internationale pour son village natal. Il y a 50 ans, le voici interviewé par mon homologue de l'époque. Jean Vuarnet. Jean Vuarnet, vous venez de faire le tour de la station d'Avoriaz avec un moyen de transport peu commun. Pourquoi? Eh bien, si vous voulez, c'est l'illustration au final d'un de nos trois grands principes qui régit l'implantation d'Avoriaz, à savoir la station sans voiture. Jean Vuarnet veut une station pas comme les autres. Il s'entoure alors d'une équipe de jeunes architectes audacieux et sans limite.
et d'un promoteur parisien pionnier dans les parcs d'attractions, Gérard Brémond. Et c'est ainsi qu'en une dizaine d'années seulement, de cet alpage de montagne émaillé de petits chalets traditionnels, va surgir une station de ski aux allures futuristes. Aujourd'hui, Avoria est relié au domaine franco-suisse des Portes du Soleil et fait partie des plus grands domaines skiables du monde. Voilà, je voulais vous amener ici pour vous montrer à quel point les concepteurs d'Avoria, il y a plus de 50 ans, ont eu une véritable idée de génie. Vous voyez la couleur et la forme des deux falaises qui entourent la station. Eh bien, la station reprend justement ces couleurs et ces formes. C'est un véritable mimétisme. Et en plus, le bois sur les façades, en vieillissant, donne une forme de patine qui permet à tout ça de vieillir vraiment très bien, en restant intégré au paysage. Que l'on aime ou pas le style, l'architecture d'Avoria est d'une grande cohérence. Tout ici a été pensé et organisé pour mettre la neige au centre du spectacle et en faire profiter un maximum de vacanciers dans un minimum de place. Un peu comme dans une ruche où les abeilles seraient des skieurs. C'est certainement le soir, à la tombée de la nuit, que l'on se trouve le plus projeté dans un monde imaginaire et fantastique. La meilleure façon de s'y plonger est d'aller à pied. S'amuser à emprunter les passages publics qui permettent d'aller de bas en haut de la station sans vraiment se fatiguer. Alors ce qui est détonnant ici, c'est qu'un petit peu comme à Lyon, on peut trabouler, c'est-à-dire passer d'un immeuble à l'autre sans vraiment sortir dehors. C'est un peu plus moderne que les traboules lyonnaises parce que là, il y a un ascenseur. Mais ensuite, avec des coursives, on peut traverser toute la station depuis le bas jusqu'en haut. Et hop, on est dehors. Au milieu de la nuit, les fantômes du festival du film fantastique, aujourd'hui disparu, semblent parfois sortir du brouillard. Cet engin démoniaque est en fait une abatteuse d'arbres, transformée en camion poubelle. Il a été spécialement conçu pour Avoria, comme tous ces engins à chenillettes que l'on ne trouve qu'ici. Nécessaires au bon fonctionnement de la station, ils sont dédiés aux services municipaux, au ravitaillement des commerces et à la sécurité. Sur le bien nommé boulevard des skieurs, les Champs-Élysées d'Avoria, je retrouve Jean-Paul, le responsable des transports de la station depuis 27 ans. Il est tombé dedans quand il était petit, comme il dit, puisque son grand-père a participé aux travaux de la première route d'accès au plateau dans les années 60. Moi j'ai tendance à la comparer un peu à la Venise, où là c'est pas de l'eau mais c'est de la neige. Mais en fait on est comme dans un paquebot, où tout le monde doit s'adapter à la situation, avec des véhicules spéciaux, des véhicules spécialisés pour la neige. Et en fait on va tous dans la même direction et on s'adapte tous à la neige. En fait ici on voit bien le parking, la route, plus bas Morzine, donc la vie plus classique, celle à laquelle on est habitué. Et puis à partir de là il y a une rupture totale. Voilà, c'est ça, c'est la rupture. C'est-à-dire que tu es vraiment sur une planète à part. Une fois que tu passes la barrière, tu es dans un monde qui est complètement différent, où tu es enneigé en permanence. Et ça, en fait, la station génial, est créée pour la neige, autour de la neige. Et puis, comme elle est tombée il y a quelques jours, tu sais quoi, je vais en profiter. Merci Jean-Paul. Merci à toi. Voilà, l'émission est terminée. On se retrouve donc dimanche prochain à 12h50. En attendant, on peut discuter ensemble sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas la rediffusion sur TV5 Monde. Excellente semaine à tous. On va faire un peu de ski. Allez, merci. À bientôt. Cheese. Voilà. Oh, bah, vous êtes formidable.
It's okay? Bardzo dziękujemy.